bienvenue pour cette nouvelle conférence des mardis de la parentalité qui est organisée par la CAF Touraine. Ce soir, nous allons aborder un sujet spécifique, le sujet des troubles des conduites alimentaires, notamment durant l'adolescence. Ces derniers troubles peuvent avoir des conséquences sur la santé, bien sûr, mais aussi sur la vie affective, familiale, professionnelle de l'enfant et des adultes. Et durant les périodes de confinement, il a été observé une augmentation de ces troubles des conduites alimentaires. Alors, pour pouvoir aborder le sujet, ce soir, nous allons aborder la définition de ces troubles alimentaires, comment les déceler, quels sont les signes d'alerte, et vous, en tant que parent, quelles sont les ressources aussi qui existent à proximité en Indre-et-Loire pour pouvoir être aidé dans les difficultés que vous pouvez rencontrer avec vos adolescents. Alors, pour échanger avec nous ce soir et vous éclairer sur le sujet, nous accueillons Marie Tavernier, qui est coordinatrice de la Maison des adolescents, et puis le docteur Bazantet, qui intervient également à la Maison des adolescents. Alors, avant de vous donner la parole à l'une et à l'autre, sachez que vous pouvez poser des questions, des remarques. Soit vous avez un compte Gmail et vous pourrez accéder au chat sur YouTube, soit vous n'avez pas de compte Gmail et alors vous pouvez cliquer sur le lien inscrit en page d'accueil et écrire vos remarques et vos questions sur le pad. Voilà, c'est moi qui relayerai les questions. Alors bonsoir mesdames, donc bonsoir. Merci vraiment d'avoir accepter notre invitation ce soir. Et dans un premier temps, est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter, de présenter votre métier et le ou les lieux où vous exercez? Qui veut bien prendre la parole? Je vais démarrer. Donc, je suis Marie Tavernier, coordinatrice responsable de la Maison des adolescents d'Indre-et-Loire, donc qui est une structure gérée par l'association Montjoie, qui accueille des parents d'adolescents, des adolescents et des professionnels qui travaillent auprès d'adolescents. Donc j'aurai l'occasion de revenir beaucoup plus en détail sur nos modalités d'accueil au cours de la présentation. Voilà, je laisse la parole à Adeline. Et docteur Adeline Bazantet, je suis pédiatre, médecin aussi à la Maison des adolescents et aussi en libéral, en cabinet à Joyetou. Merci beaucoup. Alors, pour entamer le sujet et rentrer vraiment dans le vif de la thématique des troubles des conduites alimentaires, est-ce qu'il est possible, docteur Bazantet, de nous donner une définition de ces troubles des conduites alimentaires? Bien sûr. Alors déjà, avant d'aborder les troubles des conduites alimentaires, il est important de définir ce qu'est la fonction de s'alimenter, ce qui est une fonction déjà normale avant d'aborder les troubles. Alors, je vais mettre une petite... Là, c'était, je ne sais pas si la structure de la conférence, donc je mets une petite diapositive. Donc, la fonction de l'alimentation, elle est d'abord pour assurer les besoins vitaux de l'organisme, une synthèse des constituants, pour les besoins de la croissance, aussi de compenser les dépenses énergétiques qu'on peut avoir au quotidien et de constituer des réserves. C'est aussi une source de plaisir. Et c'est également un support du lien social avec les dîners de famille, les dîners entre pairs, les dîners professionnels. Et donc, cette fonction d'alimentation, elle est régulée de façon complexe par le cerveau, par tous les systèmes d'hormones qui vont mettre en place les mécanismes de faim et de satiété. Et ces mécanismes, ils vont être influencés par notre environnement. Et quand est-ce qu'on parle de troubles des fonctions, de troubles de l'alimentation, des troubles alimentaires, quand toutes ces fonctions vont être perturbées à tous les niveaux, donc au niveau vital, au niveau du plaisir, au niveau du lien, et ceci va s'aggraver dans le temps et va être de façon durable. Donc c'est un ensemble de difficultés qui fait qu'on va parler de troubles. Voilà, qui vont toucher l'ensemble des fonctions de l'alimentation. Donc, si on vous parlait un peu d'ordre général, donc ça va être des anomalies en quantité des aliments. Donc la quantité va être souvent insuffisante par rapport à nos besoins. En qualité, c'est-à-dire du type d'aliment. Souvent, certains aliments vont être éliminés, notamment ceux qui sont désignés comme mauvais aliments.
mais qui sont souvent souvent ce ne sont pas des mauvais aliments, soit c'est des idées reçues qu'on va avoir de ces mauvais aliments qui vont être retirés d'alimentation de façon progressive. Donc tout ce qui est étiqueté, trop gras, trop sucré, tout ce qui est fast-food. Bien sûr, ces diminutions des apports, on ne va pas retrouver de cause organique à ces diminutions d'apports, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver de maladies digestives, d'autres maladies qui pourraient expliquer qu'on diminue ces apports alimentaires. Très souvent, on va avoir une association des adolescents qui vont être très préoccupés par leur image corporelle. Et donc, ces troubles vont avoir un retentissement sur le corps. Physiologique. Voilà, physiologique, il y aura souvent une dénutrition. Une perte de poids. Une perte de poids. Après, ça dépend de... Il y a plusieurs troubles, D'accord. Je vais vous les définir de façon plus précise dans un second temps. Il y aura bien sûr une perturbation sur le psychisme, il peut y avoir souvent des idéations autour de l'alimentation qui vont être un petit peu obsédantes. Il peut y avoir aussi une humeur un peu anxieuse, dépressive, et un retentissement sur les liens familiaux, sociaux, amicaux. Voilà. Les relations aussi avec ses pairs, avec... Donc, si on veut les définir de façon un petit peu plus précise, en fait, il y a des classifications internationales. Donc, la dernière classification de l'Association américaine de psychiatrie, on appelle la classification DSM-5, elle va donc définir plus précisément différents troubles, différents tableaux cliniques. Le fait de définir comme ça des tableaux cliniques, ça permet de pouvoir faire des comparaisons entre les pays, de pouvoir surveiller l'évolution de ces troubles. Donc c'est pour ça qu'on définit précisément des tableaux cliniques. Là, je vais vous en présenter 3 principaux. Il faut savoir qu'il en existe d'autres. Il y a aussi des troubles alimentaires chez les petits-enfants. Là, je ne vais pas détailler dessus parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. Et il y a aussi des troubles qui sont moins définis précisément. Donc là, les 3 principaux troubles que je vais vous présenter concernent surtout l'adolescent. Je ne sais pas si la petite diapo apparaît à l'écran. Donc, il y a des populations quand même plus à risque. Alors, je vais d'abord vous définir les tableaux cliniques. Les tableaux cliniques précis. Les trois tableaux cliniques précis. Donc, celui qui concerne plus spécifiquement la tranche de l'adolescent, le premier et probablement le plus connu, c'est l'anorexie mentale, qui va associer une restriction alimentaire avec une perte de poids ou un poids trop bas pour le poids attendu pour l'âge, une peur de prendre du poids ou de devenir gros. Et il y a toujours aussi un trouble de la perception de l'image du corps qui va influencer sur l'estime de soi. Donc on ne se perçoit pas forcément de la manière dont on est. Voilà. En fait, souvent les adolescents, alors je dis parce que souvent ça concerne plus les filles, vont se trouver plus grosses qu'elles ne le sont, que l'entourage va les trouver. L'entourage va les trouver plutôt minces. Et elles se trouveront toujours grosses. D'accord. Donc, ensuite, il y aura la boulimie, qui va aussi, on aura aussi une trouble de la perception de son corps. Et là, on aura des crises boulimiques, qui sont en fait des accès, où il y a une perte de contrôle par rapport à l'alimentation. On va manger beaucoup, en peu de temps. Souvent, c'est suivi d'une très forte culpabilité. Et il va s'en suivre à ces crises des comportements compensatoires, soit des conduites de purge, soit une hyperactivité ou soit une restriction alimentaire. Et donc, il faut une certaine fréquence et une certaine durée pour pouvoir poser ce diagnostic. Donc, oui, c'est un ensemble de choses. On dit qu'il faut plus d'1 crise par semaine pendant plus de 3 mois. Et enfin, le dernier trou, que je vois moins, parce qu'il va concerner, je vous montrerai après quelles sont un peu les personnes concernées, souvent les adultes jeunes, donc qui on voit moins à la maison des adolescents, c'est l'hyperphagie boulimique.
ou ce qui ressemble un petit peu à la boulimie, mais du coup il n'y aura pas de comportement compensatoire. Et souvent, du coup, ça va amener à une prise de poids. Alors, vous me disiez les personnes concernées. Oui. Est-ce qu'il y a des populations plus à risque que d'autres Alors dans déjà, ce trouble? Combien il y a de personnes à peu près concernées par ce trouble? C'est quand même assez rare. On a du mal à l'estimer parce qu'il y a plus de la moitié des personnes qui ne consultent pas, qui ont ce trouble et qui ne consultent pas. On estime à peu près en France qu'il y a environ 1 million de personnes concernées. L'anorexie mentale concernerait environ 1% des femmes, 0,3% des hommes. Donc comme je disais, c'est plus les femmes qui sont concernées, mais il y a aussi des hommes. Et souvent, ils sont sous-diagnostiqués. C'est plus tabou chez En fait, est-ce que les hommes ont plus de difficultés à pouvoir parler de leurs difficultés ou est-ce qu'ils ne perçoivent pas? Certainement, mais c'est qu'aussi beaucoup plus fréquent chez les jeunes filles. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Ouais. Et donc, il y a un pic d'apparition de ces troubles, 13 ans et 17 ans. Donc, c'est vraiment au moment de la puberté, finalement, du début de la puberté. Il y a un premier pic et il y a un deuxième pic de fréquence, finalement, vers le passage plutôt vers l'âge adulte, pour l'anorexie mentale. Pour la boulimie, donc ça va être aussi, ça concerne finalement un petit peu plus de personnes. Ça va être plus des adultes jeunes. Le pic de fréquence, c'est entre 16 et 20 ans, l'apparition. Et ça va concerner 1,5% des femmes et 0,5% des hommes. Donc là encore une prédominance féminine. Et ensuite l'hyperphagie boulimique. Alors l'hyperphagie boulimique. Oui, c'est un peu la boulimie, mais il n'y a pas du coup les phases de compensation. Il n'y aura plus de phase de compensation. Et donc là, souvent, il y aura une prise de poids importante. Donc ça concernera 3% des femmes, 1,5% des hommes, donc un petit peu plus d'hommes pour ce trouble-là. Et par contre, l'âge de début, c'est beaucoup plus tardif, c'est 21-22 ans. Moi, j'en vois quasiment pas. Donc l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique. Et plus rare. Alors non, c'est plus fréquent. C'est plus fréquent, mais ça, oui. Donc moi, j'en vois pas. Voilà. Chez les adolescents, c'est très peu. Oui, finalement très peu. Ça va être plus les adultes qui vont rencontrer ce type de problématique. D'accord. Donc la population à risque, comme on le disait. Donc c'est souvent les jeunes, donc les jeunes femmes, comme vous l'avez compris. C'est vrai que la fonction alimentaire chez le jeune homme, elle est aussi beaucoup plus valorisée que chez la jeune femme. Enfin, quand on voit un jeune garçon, c'est habituel de lui proposer de se servir à nouveau. Enfin voilà, donc il y a aussi la perception sociale qui explique le fait que ce soit plus chez les jeunes femmes qu'on trouve des comportements de restriction alimentaire. Voilà, donc ça s'explique aussi de cette façon-là. La pression sur du corps des femmes est plus importante quand même dans notre société. Alors, on n'a pas encore d'explication, il n'y a pas d'études, on ne sait pas très bien si c'est du côté de la génétique, du côté influence culturelle, ce qui explique quelle est la part de la nature, quelle est la part de la nature, quelle est la part de l'éducation, de la culture, qui explique qu'il y a une prédominance féminine. Est-ce qu'on répondra un jour à ces questions? Peut-être. En tout cas, on travaille. Mais pour l'instant, on ne peut pas avoir de réponse de certitude, en tout cas, sur cette question. Donc, en tout cas, ça concerne les jeunes femmes, les jeunes filles, et en particulier, le déclenchement de ces troubles, très souvent, notamment pour l'anorexie mentale, va se faire au moment de l'adolescence. Alors on sait qu'il y a certaines professions, activités à risque, tout ce qui où il y a finalement les activités, les professions où il y a une pression autour de la perte de poids, autour de l'image corporelle. Donc notamment on en trouve plus fréquemment chez les mannequins ou dans les disciplines sportives où il y a une certaine pression autour du poids, où ça nécessite un contrôle du poids important, par exemple les gymnases de haut niveau, la danse, l'athlétisme, natation synchronisée. Et un facteur aussi qu'on a identifié, c'est que quand il y a un antécédent familial, notamment au premier degré, père, mère, qui a eu des troubles des conduites alimentaires, le risque pour l'adolescent est plus important.
Donc un terrain familial qui peut présenter une fragilité. Alors c'est pareil, est-ce que c'est de l'ordre du génétique? Est-ce que c'est de l'ordre mental? Il y a très certainement des facteurs, enfin il y a, c'est sûr, des facteurs génétiques, mais il n'y a pas un gène en particulier, c'est un ensemble de gènes. D'accord. Il faudrait juste monter un tout petit peu la voix. D'accord. On m'a dit. Ok. J'ai un peu mal à la Je sais pas. Du coup, on va vous parler plus précisément de cette période de l'adolescence. Voilà, donc je vais prendre la parole effectivement pour expliquer le lien effectivement entre adolescence et troubles du comportement alimentaire et pourquoi effectivement ces troubles surviennent de façon importante à cette période-là. Donc déjà pour revenir sur le concept de l'adolescence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de définition stable, consensuelle de l'adolescence, pas plus que de typologie pérenne de cette classe d'âge. Pour nous, à la maison des adolescents, on a l'habitude de recevoir à partir de l'entrée au collège. Pour certains, la puberté commence beaucoup plus tôt, pour d'autres, beaucoup plus tard. Et puis voilà, la fin de l'adolescence aussi, elle est très relative au ressenti de chacun. Certains à 16 ans vont déjà se considérer adultes, d'autres à 30 ans auront toujours des comportements adolescents. Donc c'est vrai que voilà, en termes de définition de l'âge adolescent, c'est compliqué. C'est pour ça que les sociologues préfèrent parler de jeunesse. Les jeunes, souvent, on considère que c'est les 12-25. Voilà, en tout cas, l'adolescence, c'est plus flou. Ce n'est pas un concept non plus universel. C'est intrinsèquement lié à la dynamique d'une société. Par exemple, en Afrique, on parle beaucoup moins d'adolescence que par chez nous. Et c'est aussi une notion récente finalement dans l'histoire de l'humanité, puisque voilà, encore au siècle dernier, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'on commence à beaucoup parler de cet âge adolescent, en lien aussi avec mai 68, etc. Pour revenir sur l'étymologie de l'adolescence, ça signifie grandir vers. Donc on parle bien d'une période de transition, de modification, de remaniement important. D'abord évidemment sur le plan physiologique, à la fois hormonal et corporel, c'est le début de la puberté, donc je l'ai dit, ça peut intervenir entre 9 ans et 15 ans, et donc c'est à cet âge-là effectivement qu'on va acquérir la capacité sexuelle à se reproduire. C'est aussi un remaniement social, familial, où on va se détacher de ses parents, de son cercle familial pour aller davantage vers les pairs et construire son identité propre. Et enfin, du coup, c'est aussi l'âge où le cerveau continue de maturer et voilà, sur le volet cognitif. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a un décalage entre ces différents aspects. Alors que sur le plan physiologique, effectivement, ça peut démarrer à 9 ans et autour de 15, 16, maximum 18 ans, la puberté est terminée. La maturation du cerveau, quant à elle, elle va intervenir seulement à 25 ans. Donc il y a un vrai décalage à ce niveau-là et c'est ce qui peut expliquer le fait qu'on ait du mal à comprendre certains comportements adolescents où on aura l'impression qu'il y a des prises de risques inconsidérées et un manque de maturité de ces jeunes. Ce qu'il faut dire avant tout, c'est que leur cerveau il n'est pas encore arrivé à maturité. Du coup, c'est un âge, effectivement, où on va expérimenter, on va tester, on va essayer de trouver ses limites, et donc ce qui peut générer, effectivement, des conduites à risque. Effectivement, tout ce qui est expérimentation, opposition, transgression, ça fait partie de l'adolescence. Qu'est-ce qui va se passer aussi entre l'adolescent et ses parents ? On va avoir un double deuil. L'ado va faire le deuil du parent idéal et le parent le deuil de l'enfant idéal. Donc ça peut passer par différentes phases, du déni, de la colère, de la culpabilité, la tristesse, l'acceptation. Voilà. Donc c'est vrai que c'est souvent un moment où les relations parents-ados sont complexes et nécessitent parfois d'être accompagnés.
À côté de ça, le parent doit aussi accepter que son enfant acquiert une sexualité active, ce qui n'est pas toujours non plus très simple. Et voilà, du coup, il y a quand même parfois des peurs de part et d'autre, peur de grandir, voilà, donc et peur que son enfant grandisse, et ça peut générer effectivement des angoisses importantes de part et d'autre, et en particulier au niveau de l'adolescent. Donc pour revenir sur les comportements alimentaires, finalement, l'adolescent, pour certains, ils vont utiliser ce support des conduites alimentaires pour mettre en place ces mécanismes d'opposition, de transgression, de différenciation. On voit effectivement, on entend parler de beaucoup de jeunes qui ont des pratiques parfois véganes, végétariennes, etc. Donc là, c'est pas forcément du tout mauvais en soi, et ça peut s'expliquer, mais parfois ça peut être aussi une manière de se différencier des habitudes familiales, de se démarquer de ses parents et de s'affirmer à ce niveau-là. Effectivement, ça peut être dans la trajectoire de l'adolescent, des choix qui sont faits à un moment donné sur des choix alimentaires, de type d'alimentation, mais à un moment donné, il y a peut-être qui peuvent être aussi des signes d'alerte sur ces conduites alimentaires. Donc en elles-mêmes ne sont pas forcément inquiétantes, et au contraire peuvent être intéressantes, parce qu'effectivement, on sait tous aujourd'hui qu'on consomme trop de viande au regard des enjeux environnementaux, mais néanmoins, voilà, ça nécessite d'être discuté, accompagné, et effectivement, pour ne pas tomber dans des pratiques qui, effectivement, comme disait Adeline, pourraient ne pas répondre à leurs besoins en termes d'apport énergétique, enfin voilà, nutritionnel plutôt. Voilà. En tout cas, de ne pas mettre en difficulté, que ce soit un problème de santé. Effectivement, pour pas que ça vienne impacter leur santé. Pour certains ados aussi, cette différenciation, ça peut être aussi une source d'angoisse telle qu'effectivement, ils vont mettre en place des mécanismes de restriction, de compensation, de suralimentation, et voilà, c'est ce qui génère nos troubles du comportement alimentaire qu'Adeline nous a bien expliqué. Je voudrais effectivement revenir sur ce que vous disiez en introduction, que la crise du Covid a pu décupler, on va dire, les troubles du comportement alimentaire chez les ados. Effectivement, c'est une réalité. Nous, on l'observe à la Maison des Adolescents. Donc en 2019, sur les situations reçues par Adeline Bazanté, du coup, 10% étaient concernés par un trouble du comportement alimentaire. En 2021, on arrive à plus de 30% de situations concernées. Donc, c'est significatif à notre niveau. Voilà, après, on parle de 59 situations, donc voilà, c'est une petite échelle, mais néanmoins, voilà, et c'est le cas vraiment de façon unanime sur toutes les maisons des adolescents en France. Donc c'est quand même une observation. Ça, c'est une vraie réalité. Après, effectivement, on n'a pas de chiffres à l'échelle nationale. Enfin, en tout cas, ils sont encore en train de s'affiner, mais c'est une vraie réalité, et c'est clair que sur tous les départements, ça s'est observé de cette façon-là. Comment on peut l'expliquer ? Déjà, effectivement, pour beaucoup, c'est apparu au moment du premier confinement ou dans les mois qui ont suivi. Qu'est-ce qu'on a observé pendant ce premier confinement ? Donc assez rapidement. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est des ados du coup qui sont toujours aujourd'hui en proie avec ces problématiques, malheureusement, puisque ça s'inscrit dans la durée. Et donc là, maintenant, ça fait 3 ans qu'on est sorti de cette période, et ces ados sont toujours suivis sur ces troubles du comportement alimentaire. Alors probablement, il y en a qui sont sortis. Voilà. C'est vrai. Tous n'ont pas encore... Alors peut-être qu'il y en a... Après, des fois, ça peut être des épisodes qu'on passe qui ont fini finalement par rentrer dans l'ordre rapidement. Tous ceux qui ont adopté des conduites alimentaires pendant ce premier confinement ne sont pas tous encore concernés aujourd'hui, je l'espère. Donc comment on peut l'expliquer en fait ? C'est parce que c'est vrai qu'au moment du premier confinement, finalement, on a tous voulu se remettre au sport, se fixer des objectifs en termes de pratiques sportives, de repas, puisqu'on avait le temps de cuisiner, donc de s'intéresser à ces aspects-là. Et donc finalement, pour
pour beaucoup, on a pu se fixer des objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, chez ces adolescentes, beaucoup se fixent des objectifs en termes de calories, que ce soit des calories dépensées dans le cadre d'une pratique sportive ou de calories assimilées dans le cadre de leur alimentation. Et donc, voilà, c'était devenu finalement normal que de suivre de façon très précise ces apports en calories. Et donc, voilà, c'était un peu banalisé. Donc, c'est comme ça que certaines ont pu ensuite poursuivre ce contrôle en termes d'alimentation. Ensuite, c'est une période où l'organisation de la vie familiale s'est beaucoup centrée sur les repas. Oui. Et du coup, il y a des choses qui sont cristallisées à ce niveau-là. Et du coup, des mécanismes d'opposition que j'expliquais tout à l'heure, et qui se sont déployés dans le cadre des repas, où du coup, les adolescents ont manifesté des mécanismes d'opposition par le biais de l'alimentation, puisqu'ils ne pouvaient pas forcément le faire sur le biais des sorties ou d'autres aspects en temps habituel. Et enfin, l'obésité, vous le savez, a été ciblée comme un facteur de risque aggravant du Covid. Donc évidemment, pour ces adolescents qui étaient très sujets à des angoisses de mort et pour qui ça a été très très anxiogène, il fallait surtout pas rentrer même dans un léger surpoids de peur d'arriver à cette obésité qui pouvait du coup être ensuite assimilée à un facteur de risque Covid. Donc effectivement, ça a pu aussi complexifier les choses. Et enfin, évidemment, c'est une période où les adolescents ont été très connectés, ont passé beaucoup de temps sur les écrans et où on a vraiment pu commencer à percevoir tout l'impact qu'ont les influenceuses sur le web et les influenceurs aussi, mais voilà, qui valorisent une image du corps parfaite et très mince et du coup l'effet délétère que ça peut avoir sur ces adolescents qui après vont rechercher à avoir ce corps parfait. Mais voilà. Des premières questions arrivent sur le chat, notamment sur, vous avez bien dit dans le tableau clinique, la manière dont on peut considérer que les conduites alimentaires deviennent un problème lorsqu'il y a un certain nombre d'observations dans les conduites qui commencent à être, je dirais, observées par les parents. Le fait qu'un enfant prenne du poids. Alors, une question qui arrive, mon fils prend beaucoup de poids, point d'interrogation. Est-ce que simplement la prise de poids doit inquiéter en soi par rapport à... Non, ça dépend de son âge. S'il est en pleine croissance, c'est normal qu'il prenne du poids. En fait, ce que je conseille de toute façon, c'est de faire de façon annuelle un suivi chez son médecin traitant pour regarder la croissance, le poids, la taille et regarder si ces courbes suivent sont régulières, qu'il n'y ait pas de cassure ou qu'il n'y ait pas d'accélération. Et en effet, si après on observe une cassure, une accélération, là après il faut questionner, il faut interroger, il faut investiguer. Donc une perte de poids vraiment significative alors, et brutale, ou alors une stagnation. Alors, une prise de poids. Je vais les aborder un peu plus précisément. C'est ce que avant de. Bon, on va peut-être alors. Du coup, avant c'est juste parce que avant de parler de ce qui peut alerter les parents, je voulais développer les causes et les origines de ce trouble. Parce que dans les causes et les origines... Oui, les causes et les origines. Alors justement, la seule chose dont on soit sûr, à 100%, c'est qu'il n'y a pas une cause et qui donne une conséquence. Donc l'individu, il n'est pas tout seul dans son environnement. Là, j'ai mis une petite diapo qui montre ça. Il a ses propres caractéristiques qui vont être influencées par sa famille, ses proches. Ce milieu va être lui-même influencé par des systèmes plus larges et un contexte global, politique, démographique, social, environnemental, économique. Et tout ça va s'influencer les uns les autres. Donc ce qu'on sait dans les origines des troubles des conduites alimentaires, c'est que bien souvent, c'est quelque chose qui va commencer, en fait c'est une sorte de trajectoire qui commencera dès le plus jeune âge, pendant l'enfance. Il faut imaginer en fait l'apparition de ces troubles comme un parcours qui peut se développer en fait, dont l'origine a commencé dès la naissance.
Donc là, je montre une petite animation. Donc souvent, il y a des facteurs en fait, prédisposants, des facteurs de vulnérabilité qui vont être présents et s'influencer au moment de l'enfance, avec des facteurs environnementaux, des facteurs familiaux, des facteurs individuels. Donc individuels, on a tous une génétique, ça on ne peut pas y faire grand chose. Et l'environnement peut aussi influencer notre génétique. Donc notre famille va pouvoir aussi influencer, va pouvoir être un influenceur. Une variable, en tout cas, dans la manière de... Dans cette prédisposition. Oui. Et l'environnement. Donc tout ça, tous ces facteurs vont s'influencer les uns les autres. Et donc vont décrire une trajectoire de vulnérabilité d'intensité variable. Donc les troubles des conduites alimentaires n'apparaissent pas chez n'importe qui. Oui. À n'importe quel moment. Il y a des facteurs de... Il y a des facteurs qui prédisposent. Par exemple, un individu peut vivre son adolescence, avoir beaucoup de facteurs de stress et ne développera jamais des troubles des conduites alimentaires. Il y a une prédisposition qui est multiple, génétique, familiale, environnementale, et qui va faire que qu'on aura une vulnérabilité au stress. Ce sera sur l'alimentation, les conduites alimentaires. Alors, en fait, ça pourra... donc il y a cette... dans son enfance, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, différents stress, qui vont faire qu'on va être plus ou moins vulnérable à ces troubles. Et à l'adolescence, en fait, ça va être un facteur déclenchant, précipitant de ces troubles. Alors, on sait que, comme l'expliquait Marie, souvent à l'adolescence, quand on, quelque part, vive l'adolescence, c'est quelque chose de stressant. Son corps se transforme, parfois on ne sait pas très bien ce qui nous arrive, et il y a une sorte de perte de contrôle de tout ça, qui peut être angoissante. Et à cette puberté peut s'ajouter d'autres événements de vie, des séparations, des ruptures, des agressions, le confinement. Tout ça, c'est un facteur qui peut être donc stressant. Et va du coup, l'adolescent, pour essayer de contrecarrer ce stress, ce déséquilibre psychique, cette souffrance, pour reprendre le contrôle sur tout ça, et ben, il va prendre le contrôle sur son alimentation. C'est quelque chose qu'il pourra contrôler. Donc il va se mettre, là je parle plus précisément de l'anorexie mentale, donc à contrôler ses apports, à augmenter son activité physique. Et donc peu à peu, il va voir qu'il aura un contrôle sur son corps. Et quelque part, il aura l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Oui, qu'il va maîtriser. Voilà, qu'il va maîtriser ce qu'il vit. Oui. Et donc, ensuite, le fait de la dénutrition, tous les effets, les modifications biologiques que ça va engendrer, on sait que ça va pérenniser ces troubles. Alors, tous les individus ne vont pas, certains vont pouvoir faire un régime et puis hop, arriver à leur objectif, vont s'arrêter là, et ils ne développeront jamais de troubles des conduites alimentaires. C'est vraiment des individus qui vont être prédisposés. On ne connaît pas exactement, on n'a pas de test pour dire, test biologique ou test qui nous dit « Ah, toi tu es prédisposé, attention à l'adolescence ». On sait, voilà, on a certaines personnalités qui sont plus à risque. On sait que les personnes un petit peu rigides, perfectionnistes, les enfants qui sont aussi très anxieux ou qui ont du mal à gérer leurs émotions, ces personnalités-là, on sait qu'elles sont plus à risque de développer ces troubles. Pareil, la société en elle-même favorise, parce qu'il y a cet idéal de minceur. Oui, ces représentations. Voilà, ces représentations. Ces modèles. Voilà, ces modèles qui vont aussi favoriser l'émergence de ces troubles. Et donc, arrivé à l'adolescence, donc après, ça peut être seulement la puberté. En fait, ça dépend de l'individu, ça dépend de sa vulnérabilité. Ça peut être, ce que je veux, en fait, c'est qu'il n'y a pas, il
n'y a pas un seul parcours. Chacun va avoir... il faut décortiquer chaque parcours qui est unique en soi. On peut pas, c'est difficile de faire des généralités. Donc plusieurs événements de vie. C'est pour ce que je veux, en fait, le message un peu c'est de ne pas culpabiliser, je sais pas, les parents, une personne en particulier, un événement en particulier, parce que c'est jamais une seule cause. Donc il ne faut pas pointer du doigt, ah c'est de la faute de ci, de ça. Non, c'est un ensemble. Et souvent c'est quelque chose qui commence dès l'enfance. Oui, vous avez bien parlé d'un parcours, voilà, avec des variables. Une trajectoire de vulnérabilité avec des facteurs qui vont prédisposer. Ensuite, au moment de l'adolescence, on va avoir souvent les facteurs déclenchants, précipitants, qui peuvent être simplement la puberté, qui peuvent être une séparation, qui peuvent être justement, on est dans des activités, il y a une pression sur le corps, l'adolescente elle commence à prendre des formes, du poids, on lui fait quelques réflexions, elle se dit mince, elle commence du coup à essayer de perdre du poids. Et du fait de cette perte de poids, on sait que la dénutrition et les modifications biologiques qui sont engendrées par ça vont contribuer à pérenniser ces troubles. C'est là où ça peut s'installer. Voilà. Alors. Et parce qu'il y aura aussi, dans un premier temps, des effets positifs. Oui. Le stress va être calmé par le fait de reprendre ce contrôle. Le fait de moins manger va produire comme une sorte d'anesthésie du cerveau, anesthésie affective, qui fait que l'angoisse va diminuer. Et donc en fait, c'est là que ces troubles vont se pérenniser. Il pourra y avoir aussi des réflexions positives de l'entourage. « Oh, dis donc, tu as perdu du poids. » Donc un certain encouragement de... Et du coup, ça pourra pérenniser ceci. Donc le sentiment de contrôle aussi qui est important. Souvent, ça va être c'est une sorte d'adaptation que va trouver l'adolescent à un moment, une souffrance, une sensation de perte de contrôle. Donc c'est un mode adaptatif finalement, ces troubles des conduites alimentaires. On sait qu'à l'adolescence, dès qu'il y aura un déséquilibre, un stress, souvent ça va se manifester à travers des comportements. Donc l'adolescent peut trouver dans des troubles de ses conduites alimentaires une solution qui va devenir un problème. Voilà, tout à fait. En fait, c'est un mode d'adaptation qui s'avère au bout du compte inadapté parce que ça va être délétère pour sa santé, pour son psychisme, pour ses relations. Qui aura des conséquences qu'il ne peut pas mesurer. Mais à plus ou moins long terme. Dans un premier temps, il en trouvera des bénéfices et c'est ça qui pérennisera du coup ces troubles. Continue, je vous en prie. Et c'est ça qui pérennisera du coup ces troubles. Et à plus long terme, apparaîtront du coup des effets négatifs avec au niveau déjà du corps, tous les effets de la dénutrition, au niveau des relations qui se détériorent au niveau de la famille, au niveau amical. Et souvent, après, il peut y avoir des troubles anxieux, des symptômes dépressifs. D'accord. Donc ça engendre, à un moment donné, un ensemble de conséquences sur la vie sociale, la vie entière, familiale, affective, sur le corps, sur le psychisme et sur les relations. J'ai quelques remarques, questions. Oui. Est-ce que... Oui, on voit maintenant. Alors, je vois des questions avec des inquiétudes qui transparaissent dans les remarques. Bonjour, ma fille de 14 ans a modifié son alimentation de façon drastique et a perdu du poids, ce qui m'inquiète. Une autre personne, pour elle, tout est normal et nous n'en parlons plus sans que ce soit conflictuel. Qu'est-ce que je peux faire quand le sujet devient... Alors, je vais d'abord peut-être parler des signes d'alerte, justement. Voilà, d'accord. Donc, un parent face à son adolescent, qu'est-ce qui doit l'alerter? Dans un premier temps, ça va être au niveau de son corps, les signes d'appel qu'on appelle somatiques, avec justement, comme je disais tout à l'heure, une variation inhabituelle du poids, dans un sens ou dans l'autre. Donc, soit une diminution si c'est l'anorexie mentale, ou une augmentation rapide si c'est plus dans des troubles boulimiques. Mais c'est la rapidité de la En fait, c'est la variation qui n'est pas attendue par rapport à
à sa phase de croissance. Donc un écart considérable quand même par rapport à la Quelque chose de rapide, d'inhabituel. En fait, voilà, c'est ce qui est important, c'est pour ça que j'insiste vraiment, mais surtout à l'adolescence ou même pendant l'enfance, c'est important d'avoir une petite visite tous les ans pour vérifier tout ça. Parce que parfois, les parents ne se rendent même pas compte, parce que quand on voit son enfant tous les jours, on s'habitue toujours à son image et on peut ne pas du tout se rendre compte qu'il perd du poids. Donc on peut... Très souvent, j'ai des parents qui me disent je ne me suis pas du tout rendu compte qu'il avait perdu 10 kilos. Parce que ça se fait progressivement et c'est en enfilant son pantalon et très souvent les parents comme ils voient l'adolescent ou leur enfant tous les jours ne se rendent pas forcément compte qu'il y a une perte de poids. Donc c'est important de faire un suivi régulier du poids, de la taille, de la croissance. Donc si on a une variation inhabituelle du poids, il faut s'inquiéter. S'il y a une cassure de la taille, un enfant en pleine croissance, il faut toujours qu'il grandisse. Si on voit qu'il ne grandit plus, c'est pas normal. Alors que son poids, il peut rester stable. Mais voilà, un poids stable chez un enfant, c'est pas forcément normal. Oui, parce que la croissance doit s'accompagner de façon harmonieuse d'une prise de poids et de taille. Et c'est l'écart tout d'un coup. Voilà, on voit le poids stagne et du coup la courbe de taille se casse. Ça doit interroger. J'ai des remarques de parents qui s'inquiètent sur courbe de poids et taille. Après, c'est un retard. Donc je pense qu'à partir du moment où on est inquiet, il faut aller voir son médecin et faire un point. Voir ce qui se passe. Je peux pas répondre directement à... Tout à fait. Je pense que si on est inquiet, on va voir son médecin. Et puis on voit les choses en consultation. On fait le médecin prendra le poids de l'enfant, la taille, reportera sur la courbe. Et s'il y a quoi que ce soit, il verra, il s'alertera, oui ou non. Et la première chose à faire, c'est aussi de vérifier quand il y a un problème au niveau du poids, de la prise de poids, c'est d'éliminer une cause organique. Donc souvent, on fait un examen biologique, maladie. La recherche d'une maladie qui pourrait expliquer ça. D'accord. Avant de dire que c'est des troubles des conduites alimentaires, on va éliminer une cause organique. D'accord. Donc cassure du poids, cassure de la taille, un retard de la puberté aussi. Ça peut être un signe. Donc le signe aussi, de troubles des conduites alimentaires, ou un enfant aussi qui se plaint, ou un adolescent qui se plaint souvent de son ventre, qui a des nausées, des vomissements répétés, des troubles digestifs où justement la cause organique n'est pas retrouvée. Deuxième signe d'appel, après les signes d'appel somatiques au niveau du corps, les signes d'appel centrés sur l'alimentation. Donc justement, si on a de façon rapide des modifications dans les choix alimentaires, du jour au lendemain, il devient vegan, végétarien. Alors après, c'est pas forcément pathologique, mais juste ça doit être un petit signe à surveiller. Et une apparition de rituels autour de l'alimentation. Il faut manger en temps de temps. Je coupe un tout petit morceau. Un enfant qui se met à manger extrêmement lentement, qui trie ses aliments. Ou alors qui va éliminer des aliments qu'il va devenir très sélectif sur qui devient ce qu'il veut manger, très sélectif. La manière de manger. Voilà. De couper ses aliments. Qui est des petits rituels, il y a des choses de rituels un peu excessifs qui sont pas quelque chose qui ne sont pas habituels pour cet enfant ou cet adolescent. En tout cas, un changement dans la manière de manger, des rituels qui s'installent autour de l'alimentation. Et aussi des régimes qui vont se prolonger alors que l'objectif de poids est pourtant atteint. Et la dernière chose, les derniers signes, les signes d'appel psychologique. Donc quand notamment il y a une très grande différence, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle la dysmorphophobie, entre l'image corporelle. Dysmorphophobie. Donc c'est quand il y a une différence importante entre l'image corporelle qu'a l'adolescent de son corps et sa corpulence réelle. Typiquement, la jeune fille qui se trouve énorme, alors que
que tout le monde la trouve très mince. D'accord. Une perception vraiment différente entre ce qu'elle est vraiment et comment on l'aperçoit. Voilà, et comment on l'aperçoit. Ça, c'est typique de l'anorexie mentale, en fait, effectivement. Ce qu'on appelle, la dysmorphophobie. C'est un des signes assez caractéristiques. Après, au moment de l'adolescence... alors, bien sûr, surtout, comme je disais, avec la pression aussi, que nous avons, surtout sur les femmes, la pression autour du corps, la plupart des adolescentes que je peux voir se trouvent toutes trop grosses, alors qu'elles ne le sont pas. Oui. Mais c'est pas parce qu'elles se trouvent trop grosses qu'elles ont une anorexie mentale. Bien sûr, c'est un ensemble de critères qu'il faut qu'ils durent avec un retentissement. Donc c'est pas parce que c'est un ensemble de comportements. Il y a vraiment plusieurs signes qui doivent être réunis et il faut que ce trouble persiste dans le temps. Et un retentissement vraiment sur le plan somatique, sur le plan corporel. D'accord. Après, on peut passer, il y a des adolescents qui vont passer transitoirement par un petit épisode où ils vont moins manger, ils vont perdre du poids, et puis qui passera comme ça. C'est pas parce qu'ils passent par cet épisode qu'ils sont peut-être passager, et là, il y aura... Non, il n'y aura rien. Non, il y a beaucoup de gens qui, face au stress, face à une période un petit peu difficile, vont moins manger, vont perdre un petit peu de poids. Bon, après, au niveau du stress, le stress s'en va, au niveau du psychisme, ça s'améliore. Ils vont reprendre du poids naturellement. C'est pas une définition. Voilà. Ça peut être une séparation amoureuse. Voilà, quand il y a un autre facteur explicatif. Et si c'est transitoire et qu'il n'y a pas aussi d'association à d'autres signes, justement comme la dysmorphophobie ou d'autres choses, c'est vraiment un ensemble. Là, c'est un diagnostic qui ne se fait pas en une consultation. Ça se fait sur le temps, on doit voir l'adolescent plusieurs fois. C'est un diagnostic quand même spécialisé, donc on ne va pas faire en une consultation ce diagnostic. Oui, ça nécessite plusieurs rendez-vous. Pour vraiment et voir si ça persiste dans le temps. Et voilà, on peut passer par un épisode où on va moins manger, perdre du poids. C'est pas parce qu'on passe par cet épisode-là on est anorexique. Donc pour des parents, c'est observer effectivement peut-être une perte de poids ou une augmentation du poids, mais avec aussi d'autres signes qui vont dire ah bah oui, mais il a aussi changé ça, ou il y a ça qui a changé. C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Et de toute façon, à partir du moment où il y a une perte de poids, il faut consulter son médecin parce qu'il faut éliminer d'autres. C'est pas normal de perdre du poids quand on est un enfant ou un adolescent. Et son médecin oriente vers un psychiatre. Alors, après, c'est le médecin qui jugera. C'est le médecin qui jugera. Déjà, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va éliminer une cause organique. Donc, voir s'il y a une maladie ou pas. Voir s'il y a une maladie qui explique cette perte de poids. Et puis après, dans un second temps, il orientera vers des spécialistes s'il y a besoin, s'il estime qu'il y a besoin. Et juste un autre signe d'appel, c'est dès qu'il y a une rupture avec le fonctionnement antérieur. Ça veut dire que dès un adolescent, une adolescente qui est toujours joyeuse, active et qui devient d'un seul coup triste, irritable, tout changement de comportement aussi rapide doit alerter. Après, donc, il y a un test de dépistage qui existe. Test de dépistage des troubles de conduite alimentaire. Oui. D'accord. Donc là, je l'affiche à l'écran. C'est le médecin qui le fait généralement? Alors, c'est quelque chose qui peut être fait on peut le faire soi-même, tout seul. Alors, c'est le test du SCOF. C'est un test de dépistage. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un test positif que l'on a des troubles des conduites alimentaires. Il dépiste beaucoup plus de personnes qu'il n'y a en réalité de troubles des conduites alimentaires. Donc c'est pas parce que si vous faites ce test et que vous avez un score supérieur à 2, c'est pas parce que si vous avez un score supérieur à 2 que vous avez des troubles des conduites alimentaires. Mais il faut juste du coup s'interroger et aller creuser la chose. Donc ça peut être un petit signe d'alerte en disant c'est un test de dépistage. Ça va dépister un grand nombre de personnes. Oui. Donc, probablement des personnes qui vont avoir une vulnérabilité aux troubles des conduites alimentaires, donc qui seront éventuellement à surveiller, mais ça ne fait pas le diagnostic. Donc vigilance pour tous les parents qui verront ce donc test du SCOF. Voilà.
On ne panique pas. Voilà, on ne panique pas si son score est supérieur à 2. Donc c'est première question. Vous êtes-vous déjà fait vomir parce que vous vous sentiez pas bien, l'estomac plein? Deuxième question, craignez-vous de perdre le contrôle des quantités que vous mangez? Troisième question, avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en moins de 3 mois? Quatrième question, pensez-vous être trop grosse alors que les autres vous trouvent trop mince? Et cinquième question, diriez-vous que la nourriture domine votre vie? Et donc si on a un score supérieur à 2, on a une suspicion de troubles alimentaires, mais ça ne fait en aucun cas un diagnostic. Oui, mais on peut quand même s'interroger. Du coup, si on a un score, voilà, peut-être qu'il faut s'interroger et s'orienter vers une consultation plus spécialisée. Donc, dans les remarques qui arrivent, des parents sont visiblement très inquiets avec des exemples. Mon fils a 13 ans, 1m70, 112 kg, il a pris du poids depuis le Covid, justement, il aime manger. D'autres personnes qui font... ma petite sœur de 17 ans est anorexique et a perdu plus de 15 kilos depuis le mois de juin. Personne ne veut nous venir en aide car elle n'est soi-disant pas assez malade alors qu'elle perd ses cheveux et qu'elle perd du poids toutes les semaines. Du coup, là, il y a peut-être des indications quand il y a un ensemble de choses. Alors, à partir du moment où, de toute façon, il y a une souffrance, il faut qu'il y ait une prise en charge. Hein. On ne peut pas dire on n'est pas assez malade. Il y a après, il y a des tableaux cliniques, mais il y a aussi ce qu'on appelle tous les troubles des conduites non étiquetés qui n'entrent pas dans ces critères précis, mais qui sont aussi des troubles des conduites alimentaires. À partir du moment où il y a une souffrance, il faut consulter, il faut évaluer, enfin, il faut qu'il y ait une aide. Et cette souffrance, peut-être, est-elle difficile à nommer pour un adolescent? Et surtout, comme je le disais, comme je maintenir le contact, de pouvoir permettre la parole. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, il y a souvent donc, ces effets positifs initiaux. Donc, finalement, cette conduite, ça va aussi rassurer l'adolescent, c'est sa façon de s'adapter à un stress. Donc, c'est très difficile de devoir lui dire, il faut que tu arrêtes ça, parce que c'est ce qu'il maintient. D'accord. Donc, dans cette première période, justement, il y a souvent un déni de l'adolescent et il va souvent cacher ses troubles parce que c'est ce qui lui permet finalement de retrouver un certain équilibre qu'il avait perdu. Donc, c'est difficile dans ces cas-là de mettre en place une prise en charge parce que l'adolescent va être souvent dans le refus. Et malheureusement, des fois, il faut attendre qu'il soit vraiment mal pour qu'il accepte enfin une aide. D'accord. Donc ça peut être un peu long, le déclenchement vers le fait de demander de l'aide. La souffrance et d'être en capacité à demander de l'aide. Oui. Et notamment pour la boulimie avec des comportements compensatoires, hein. Est-ce que ça c'est plus difficile à observer pour les parents? Parce qu'une perte de poids, alors, la boulimie, on ne voit pas son enfant. Mais moi j'ai des témoignages des personnes qui... sur des pertes de poids très importantes, qui sont inquiètes. Eh ben, ces parents-là, je pense qu'il faut qu'ils consultent leur médecin déjà, dans un premier temps, et après leur médecin les orientera si besoin. Mais on doit toujours s'interroger quand même sur une perte de poids, savoir si elle est normale ou pas. Ou une prise de poids trop rapide. Donc consulter son médecin. Voir s'il n'y a pas une maladie, une pathologie qui explique ça. Et après, demander des avis spécialisés si besoin. Et se tourner vers les ressources locales qui existent aussi en Indre-et-Loire. Tout à fait. Et les adolescents peuvent peut-être eux-mêmes faire la démarche seuls aussi. Donc là, on va vous parler justement de notre structure, de la maison des adolescents. Présentez-nous alors la maison des adolescents. Voilà, donc peut-être juste en préambule, il y a effectivement des personnes ressources de proximité pour ces ados. On pense à l'infirmière scolaire, on pense au médecin traitant. Voilà, et ça, c'est vraiment des acteurs clés qu'il ne faut pas hésiter à solliciter, comme l'a bien rappelé Adeline. Il existe aussi effectivement d'autres dispositifs d'accueil, d'écoute, qui permettent un cadre neutre et bienveillant et qui permettent parfois aussi
se sentir en confiance pour exprimer ces difficultés où il y a souvent de la honte associée et une difficulté effectivement en matière d'acceptation. Effectivement, parfois des mécanismes de déni qui se sont installés. Donc moi je vais parler effectivement de la maison des ados puisque c'est la structure dont je suis la responsable. Donc effectivement c'est un lieu d'accueil, d'écoute, de conseil à destination des adolescents, des parents d'adolescents et des professionnels sur le département. Donc on accueille des adolescents entre 11 et 25 ans. Voilà, pour une écoute, du conseil, une évaluation de la situation. Donc c'est effectivement, on va amorcer ce travail d'état des lieux où, à partir de la demande de l'adolescent, on va aller explorer tout ce qui se passe dans la vie de cet ado au niveau familial, scolaire, corporel, affectif, sexuel. Voilà, donc tout cela c'est évalué dans un cadre confidentiel, anonyme et gratuit. Donc on est vraiment dans le non-jugement, dans la bienveillance et dans la neutralité. Et c'est ce qui permet à l'ado de se sentir bien, en confiance et de pouvoir parler de ce qu'il traverse. Pardon. C'est une équipe de professionnels voilà, donc, qui accueille à la maison des adolescents. C'est que des professionnels. Ouais. Donc c'est d'abord des accueillants qui vont recevoir en premier lieu, qui peuvent être effectivement de différents métiers, éducateurs, infirmiers, psychologues. On a aussi des professionnels mis à disposition d'autres structures. Donc par exemple, on a un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse qui travaille avec nous. Voilà, donc on a vraiment une grande richesse en termes de compétences au sein de l'équipe qui permet aussi... Oui, ça, moi je suis en 2e niveau. Et on a aussi une infirmière de la CPU. D'un service d'hospitalisation adolescent qui intervient chez nous. Donc vraiment, on a une vraie richesse au niveau de l'équipe qui permet effectivement, bien que ce soit toujours un accueillant qui reçoit et qui va continuer à accompagner la situation, que cet accueillant puisse aussi aller poser des questions à ses collègues et puis compléter. Donc ça, c'est le premier accueil avec des professionnels, avec des métiers différents, mais qui sont des généralistes de l'adolescent. Voilà. Ils sont tous formés aux problématiques à l'adolescence et au repérage de difficultés comme ces difficultés de prise de poids, corporelle, d'image du corps. Tout ça, c'est des sujets qui peuvent vraiment être abordés et en toute confiance. Et effectivement, ensuite, voilà, il peut y avoir des propositions, effectivement, soit de rencontrer du coup Adeline Bazanté, notre pédiatre, qui va pouvoir affiner, notamment lorsqu'il y a des problématiques somatiques, de variation de poids. Effectivement, dans ces cas-là, c'est souvent Adeline qui prend le relais. On peut aussi après solliciter des partenaires extérieurs et je pense notamment au centre Orest qui est le centre médico-psychologique pour adolescents sur le département. Donc un premier accueil qui va permettre d'identifier quel va être l'accompagnement, la prise en charge. Voilà, c'est vraiment une évaluation. C'est un temps d'évaluation. Voilà, à partir de la demande, où on va parfois aussi dédramatiser, rassurer, parce que parfois effectivement on est sollicité par des parents d'adolescents très inquiets sur une difficulté et au final après 1, 2, 3 rendez-vous on se rend compte que ce que traverse l'adolescence c'est assez classique, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc là notre objectif ça va être de dédramatiser, désamorcer, rassurer et voilà pour que tout rentre dans l'ordre. Ça peut être aussi, au contraire, d'alerter lorsqu'un ado, effectivement, vient et puis voilà, explique qu'il a perdu 10 kilos, qu'il est très regardant sur les photos qu'il peut poster sur ses comptes de réseaux sociaux. Enfin, voilà, tout ça, les professionnels sont vraiment formés sur le repérage de ces problématiques. Le repérage. Et voilà, soit il peut accompagner lui-même la difficulté, travailler sur des petits exercices de confiance en soi, parce qu'on voit bien que c'est souvent lié à la confiance en soi, l'image de son corps, etc. Donc ça, c'est des choses que peut faire un accueillant. Dès lors que ça devient vraiment une problématique somatique avec besoin de soins, là, il y a un passage de relais qui est effectué. Une prise en charge après plus globale. Plus globale, effectivement, par une structure de soins, par des médecins. D'accord. Voilà. Donc, et du coup, des parents remarquent, soulèvent la question. Alors,
si j'ai un doute, je peux venir à la maison des adolescents. Alors, un parent qui a un doute, une inquiétude peut Tout à fait. venir. Oui. On va vous donner l'adresse. On les peut lieux. recevoir Alors, d'ailleurs, après, on peut d'ailleurs oui, c'est après oui. ça. voilà, c'est après. Alors, ça. vous avez affiché les 3 lieux d'accueil. Ouais. Ah oui, il y a peut-être de quoi parle-t-on? Oui. Là, vous de avez- quoi peut-on parler donc à la maison des adolescents, effectivement, donc la question du corps, de la puberté, de la santé, l'alimentation, tout ça on a pu évoquer. Je reviens aussi rapidement, puisque c'est pas le sujet de ce soir, donc je passe en revue rapidement. On peut parler aussi des questions d'identité, de vie sexuelle, des questions de mal-être, d'anxiété, d'idées noires, d'humeur. On peut parler aussi de ses relations familiales, ses relations amicales entre pairs, la vie amoureuse. Et enfin, tout ce qui est problématique de comportement, de violence subie, questions liées à la scolarité, à l'inscription en milieu scolaire et de rapport à la loi. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui traverse la vie d'un adolescent à cet âge-là et tous les remaniements qui s'opèrent de façon très large. Voilà, il n'y a pas de mauvais sujet, tout peut être abordé. Effectivement, il y a parfois certains sujets où nous, on n'est pas les mieux placés pour y répondre. Dans ce cas-là, on réoriente. Vous pouvez réorienter, voilà. Mais voilà, il ne vers- faut jamais hésiter à nous appeler. Et là, on voit ensemble ce qu'il y a de plus adapté. Donc voilà, et effectivement, sur tout ce qui est un rapport au corps, image de soi, puberté, voilà, c'est vraiment un sujet qui est très adapté chez nous, quoi, hein. Voilà, donc effectivement, pour préciser les lieux d'accueil en Touraine, donc on a un site à Loches, un site à Chinon et un site à Tours. Voilà, Je sais pas si avec c'est affiché, un du accueil coup. téléphonique du lundi au vendredi entre 13h30 et 18h30. On a des créneaux de rendez-vous sur toute la semaine, du lundi au vendredi, y compris en matinée. Donc voilà. Et puis on propose aussi quelques actions de groupe tout au long de l'année. Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, n'hésitez pas du coup à nous solliciter. Il y a les numéros de téléphone, il y a les adresses mail, où il y a quelques petites photos là qui vous permettent de. Donc ça, de vous rendre compte c'est de nos c'est lieux la d'accueil maison qui sont, des adolescents voilà. de Tours. Donc c'est vraiment des lieux d'accueil neutres où on est vraiment tous au même niveau parce qu'on n'a pas de réponse préconçue. C'est vraiment ensemble qu'on construit les solutions et les réponses. Vous Et avez voilà, vous avez quelques maison de images aussi Loches. de Loches et de Chinon. Voilà. 3 lieux très sympathiques Et de Chinon. très agréables. Donc Une belle déco. pas hésiter à venir pousser notre porte. Voilà, et on a effectivement également un site internet et puis des pages sur Facebook et Instagram. Donc c'est aussi une manière de nous solliciter voilà, ou de suivre notre actualité. Donc voilà, c'est vrai que c'est un lieu ressource qui est intéressant sur le département, en particulier sur ces problématiques d'alimentation. Donc on peut y venir parent, seul, Oui. avec son adolescent ou son Voilà. jeune. Et l'adolescent peut venir Parce aussi que de 11 à seul, 25 ans, mais l'adolescent ou le jeune peut venir seul de aussi. façon autonome, sans forcément l'autorisation de ses parents. Après, c'est vrai que dès lors qu'après il y a des soins qui sont engagés, Oui, s'il y a une on prise en associe, charge, un accompagnement. les parents, voilà, et qu'il faut alerter, hein, parce que notamment pour les jeunes mineurs, lorsque effectivement il y a lieu de s'inquiéter, d'alerter, évidemment, là notre rôle, ça va être aussi d'expliquer à l'adolescent que pour le protéger, on est obligé de mobiliser ses parents par D'accord. rapport à la difficulté. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout systématique. Des adolescents qui viennent nous voir et qui n'ont pas lieu de s'inquiéter, ça reste une démarche Oui. autonome. Voilà. Donc, Et qui reste confidentielle. confidentiel. Voilà. Oui. Et anonyme, Et anonyme. gratuite. On ne demande pas la carte vitale. D'accord. Voilà, c'est une structure qui est financée par l'État et en particulier l'Agence régionale de santé, mais aussi le département, la CAF, les communautés de communes, la préfecture. Voilà, et encore d'autres acteurs, d'autres contributeurs, mais voilà, du coup, Ce n'est en aucun cas un établissement médical. Non, même si effectivement on a. Mais vous avez des professionnels qui sont aussi dans l'équipe pluridisciplinaire des médecins. Sur le repérage d'évaluation, effectivement. Oui, Ouais. en fait, on n'est pas un établissement de soins.
On va être vraiment là en évaluation. Et si besoin, donc on orientera vers des structures de soins s'il y a besoin de soins. On peut accompagner aussi des problématiques sur quelques rendez-vous, sur quelques mois. Et il y a heureusement beaucoup de situations qui, au bout de 1, 2, 3 rendez-vous, sont désamorcées. L'ado a pu trouver des réponses, se sent mieux. Et voilà, on s'en tient là. Voilà. Toutes les situations. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'ados qui vont finalement pas si mal, qui sont traversés de questionnements, qui traversent effectivement des problèmes, mais qui trouvent les ressources avec un appui ponctuel comme la maison des ados. Il existe aussi l'espace santé jeune. Voilà. Et grâce à ces structures, peuvent reprendre pied de façon assez rapide et justement sans passer par des structures de soins psychiques qui peuvent parfois être compliquées à mobiliser. Et puis, voilà. Surtout des délais d'attente. Voilà, en plus avec beaucoup de délais d'attente. Notre avantage, c'est qu'on peut évaluer assez vite. Voilà, nous, on reçoit vous recevez assez rapidement à la maison des adolescents en premier accueil. Il est assez facile d'avoir un rendez-vous. Ou alors sans rendez-vous de pousser la porte. C'est possible l'après-midi, effectivement, de venir de façon spontanée. C'est vrai que nous, on recommande quand même de prendre rendez-vous, ce qui garantit le fait d'être reçu accueilli par un accueillant qui a le temps vraiment d'évaluer la situation. Voilà. C'est vrai que les visites spontanées, c'est tout à fait possible et ça permet effectivement pour certains ados de se rendre compte du lieu. Et donc, effectivement, il ne faut vraiment pas hésiter. Mais c'est vrai que parfois l'accueillant est déjà occupé au téléphone, à plusieurs visites spontanées en même temps. Ça garantit la disponibilité. Le rendez-vous garantit vraiment la disponibilité au moment où on viendra. C'est ça, et le temps de pouvoir creuser la demande. Donc c'est vrai que c'est plus agréable et plus confortable à la fois pour l'adolescent, pour son parent, quand c'est le parent qui vient, et pour le professionnel. Oui. Donc si on peut prendre rendez-vous, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Néanmoins, il est possible quand même de pousser la porte sans rendez-vous. Voilà. Oui. De façon gratuite, anonyme, confidentielle. Tout à fait. Voilà. Du coup, je voulais revenir plus spécifiquement sur les informations et les ressources concernant les troubles des conduites alimentaires. C'est quand même notre sujet. Donc là, vous avez des petites informations et ressources qui s'affichent. Je ne sais pas si c'est bon. Donc, il y a un site qui est très bien fait où vous trouvez beaucoup d'informations. C'est le site de la FAB, la Fédération Française Anorexie Boulimie. Vous avez notamment des ressources pour les parents. Il y a aussi un numéro de téléphone. Alors, dans la deuxième diapo, je vous montrerai dans un second temps, où il y a des professionnels qui peuvent répondre à des questions autour des conduites alimentaires. Il y a aussi une journée des troubles des conduites alimentaires. Une journée dédiée Oui, il y a une journée et un site. Sur cette journée, il y a aussi beaucoup de ressources sur le site, beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations. Journée mondiale TCA.fr. Vous l'avez ? TCA. Oui, TCA, pour troubles des conduites alimentaires. Journée mondiale TCA.fr. Et il y a aussi une application qui existe, qui est que sur Apple, c'est Blue Body. Pour les adolescents, parfois ils sont assez ils aiment bien les petites applications, donc parfois je m'en sers. Et bien sûr un lieu, la maison des adolescents. Je voulais juste revenir sur des petites choses, vraiment des points à retenir autour des troubles des conduites alimentaires. Donc déjà, ça reste quand même rare, donc il ne faut pas que les parents non plus s'affolent et au moindre changement alimentaire pensent que leur adolescent est atteint d'un trouble des conduites alimentaires. Il y a beaucoup de situations particulières, c'est difficile de faire des généralités, les parcours sont multiples, qu'il n'y a pas une cause, ça c'est important, pas culpabiliser, parfois on peut pointer du doigt, c'est les parents, non. Parfois les parents, quand ils sont face à un adolescent avec ces troubles, oui, parfois ils auront peut-être des conduites qui vont pérenniser ces troubles et ça sera sur ça qu'il faudra travailler, mais c'est pas forcément, c'est pas de leur faute si leur adolescent est comme ça. Donc ne culpabiliser personne et ne pas cibler une cause en particulier.
Donc c'est vraiment un trouble où il y a un retentissement vraiment sur l'individu lui-même, sur la famille, sur le social. Donc c'est important justement de prendre en charge l'ensemble de ces retentissements. Donc souvent la prise en charge, elle va être vraiment multidisciplinaire. C'est pas une seule personne qui peut s'occuper de ça. C'est assez lourd. Donc souvent ça va être plusieurs professionnels avec des spécialités différentes. Donc au minimum, un médecin somaticien qui va surveiller tous les retentissements sur le corps, un psychiatre ou un psychologue ou un psychologue. Et souvent aussi, on associe une prise en charge de l'ensemble de la famille. Donc, après, il y a d'autres soins possibles. Il y a plein de choses qui existent. Mais l'important, c'est que ce soit quand même plusieurs professionnels. C'est une prise en charge vraiment très global, voilà, pluridisciplinaire, global, et l'idéal c'est qu'il y ait quelqu'un qui coordonne un petit peu tout ça, que ça parte pas non plus dans tous les sens. Coordination pour que ça s'articule. Ça s'articule et que les différents acteurs communiquent entre eux pour pour qu'il y ait une prise en charge qui reste cohérente. Et ça va être important finalement. Les causes, elles sont tellement multiples, donc il ne faut pas forcément chercher une cause. Il faut plutôt travailler sur ce qui a déclenché ça et ce qui va pérenniser ça. Donc ça va être plutôt ces facteurs-là qu'il va falloir essayer de rechercher et sur lesquels il va falloir travailler. Et donc, ma ligne téléphonique, donc vous devez la voir qui s'affiche, anorexie, boulimie, info, écoute. Donc c'est entre 16h et 18h, donc il y a des spécialistes, alors c'est en région parisienne, c'est Réseau Francilien qui fait ça. Donc le lundi, donc, vous avez des psychologues qui répondent de 16h à 18h. Le mardi, ce sont des associations. Le jeudi, des médecins. Ça peut être aussi les professionnels, les médecins qui sont face à ces troubles. Souvent, ça désarçonne pas mal le milieu médical quand même. Donc un professionnel peut aussi avoir besoin d'en parler tout à fait. Et avoir des conseils. Mieux conseiller, accompagner. Voilà, il peut appeler ce numéro. D'accord. Et donc le vendredi, c'est un ensemble de spécialistes. Et j'ai mis aussi d'autres petits documents. L'HAS fait pas mal de choses pour les familles, les parents. Il y a aussi des associations de patients qui existent. Vous les avez là, normalement affichées à l'écran. Donc il y a des ressources locales, mais aussi nationales. Voilà, les ressources locales. On peut téléphoner. Oui, bien sûr, c'est national. Parents, jeunes, professionnels. Voilà. D'accord. Écoutez, vous avez fait une synthèse parfaite en reprenant les points que vous vouliez mettre vraiment en avant pour que vous, parents, vous puissiez ne pas paniquer trop rapidement, mais avoir des signes d'inquiétude. Sachant qu'effectivement, vous dites quand même, chaque situation est particulière. Néanmoins, il y a des personnes qui, dans la prime enfance, ont des prédispositions. Voilà. Tout le monde ne va pas être concerné par ces troubles. Oui. Et puis, bon, ces troubles il y a des facteurs de vulnérabilité. Donc, certaines personnes vont les développer et d'autres jamais. Oui. Et surtout, ne pas hésiter à solliciter son médecin traitant pour faire un bilan annuel, ce qui permet de faire un point global sur le sommeil, l'alimentation, la croissance. C'est le minimum à faire une fois par an auprès de son médecin. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. On arrive bientôt à 22h, mais on peut finir avant s'il n'y a pas d'autres questions. Une personne un peu désemparée parce que problème avec sa fille qui a 18 ans, qui ne veut pas consulter et qui ne peut pas être hospitalisée sans son accord, bien évidemment. Du coup, un parent désemparé, même avec un jeune de 18 ans, peut quand même pousser la porte de la maison des adolescents pour en parler. Bien sûr, oui. D'accord. On peut essayer effectivement d'accompagner le parent sur qu'est-ce qui pourrait effectivement aider l'adolescent à formuler une demande, à se rendre compte de la problématique, de sortir parfois de cette phase de déni. Donc ça, c'est des choses que nous, on peut travailler d'abord avec le parent et effectivement, l'objectif étant d'amener l'adolescent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison des adolescents, ça a cet avantage d'être un lieu neutre, qui n'est pas un lieu de soins, donc où finalement
voilà, tout le monde est le bienvenu et c'est pas uniquement pour des ados qui vont mal, qui sont malades. Voilà, c'est très ouvert. Très ouvert. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Pouvez-vous nous mettre vos supports à disposition? Alors, c'est vous dire à tous que cette visioconférence sera accessible en replay. Du coup, dans le replay, vous aurez tous les documents qui vous ont été présentés, ainsi que les lieux ressources à proximité en Indre-et-Loire ou les applis, plateformes. C'est pas une plateforme. Non, c'est un site. C'est un site. Je vais en mettre. Et puis un point d'écoute téléphonique Oui. qui existe. Donc vous pouvez retrouver sur le replay toutes ces ressources. Elle sera disponible donc sur la chaîne YouTube Parentalité de la CAF Touraine. Et puis vous pourrez trouver des infos et des événements qui aussi peuvent avoir lieu près de chez vous, des actions qui sont destinées aux familles sur le site Parents Touraine, le site dédié aux parents de l'Indre-et-Loire et qui a été créé par la CAF de Touraine. Voilà, peut-être achevons-nous là cette conférence. Je pense que vraiment, je vous remercie infiniment parce que le propos a été détaillé. J'espère que vous, parents, vous avez compris que ces troubles des conduites alimentaires, elles interviennent. C'est vrai qu'à l'adolescence, c'est quand même là un facteur déclenchant, charnière, voilà. Un facteur déclenchant. Mais en tout cas, il y a de la ressource autour de vous pour pouvoir en parler. Si vous êtes inquiet, si vous avez le doute, si vous êtes désemparé. Merci beaucoup pour ces échanges, à l'une et à l'autre. Et la prochaine conférence que nous vous proposerons dans le cadre des Mardis de la parentalité aura lieu donc le mardi 6 décembre à 20h30. Et le sujet sera préserver le bien-être de son enfant lors d'une séparation conjugale. Et elle sera animée par 2 professionnels de l'association Médiation et Parentalité 37. Voilà. On vous prie d'excuser les petits problèmes de son, a priori, qui auraient eu au cours de la conférence. Bon, j'espère que néanmoins, vous avez pu... n'était pas très bien orienté. Vous avez pu suivre cette conférence avec intérêt et je vous en remercie. Merci encore à toutes les deux et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.